Bienvenue sur le podcast À la santé du cancer. Un podcast sans tabou au sujet du cancer, avec, comme vous avez peut-être pu l'entendre, 3 personnalités, 3 points de vue. Il y a tout d'abord Héloïse. Bonjour à tous, moi je suis l'ex-soignante Héloïse. J'ai longtemps accompagné des patients atteints de cancer et je suis désormais reconvertie dans le coaching et plus précisément le coaching spécialisé pour les soignants. Puis Betty. Bonjour à tous, donc moi je suis socio-esthéticienne et massothérapeute. Donc j'accompagne les personnes atteintes dans leur intégrité physique, psychique et ou sociale. Et donc je les aide à leur redonner une meilleure estime d'eux-mêmes. Et il y a moi, Swazik. Ancienne patiente, j'ai eu un lymphome de Hodgkin à 26 ans. Et aujourd'hui, je suis reconvertie en tant que coach spécialisée auprès des femmes en rémission d'un cancer. Les présentations sont faites, on vous souhaite un excellent épisode. Bonjour Betty et Héloïse. Bonjour. On est de bonne humeur, tout va bien. Exactement. On se lance dans ce nouvel épisode donc sur la pandémie et le cancer. On y va. Est-ce que déjà il y en a une de vous qui veut dire quelque chose? Ben déjà, désolé, hein. On s'est dit que vous aviez pas assez mangé de Covid, alors on va en rajouter. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant qu'on en parle parce que justement, pendant cette pandémie, le cancer, il n'a pas attendu, hein. Lui, il a fait sa vie aussi. Je pense que ça peut être intéressant justement de voir que ce soit toi, Swazik, au travers de ton quotidien de patiente, moi de soignante, ou peut-être toi, Betty, de ton vécu, ce qui a pu se passer. Moi, sachez qu'en tout cas, le côté soignant, j'ai de quoi raconter. Mais d'ailleurs, tu travaillais en tant qu'infirmière encore à ce moment-là. Ouais. Moi, à ce moment-là, j'étais encore infirmière. Faut savoir qu'à l'époque, j'étais dans la prestation de santé, c'est-à-dire que j'étais sortie de l'oncologie, tout ça, et j'ai amené du matériel médical chez les patients, avec tout un suivi de formation et tout. Et comme le Covid est arrivé, après, en fait, du coup, je me suis mise, comme bonne infirmière, hein, en renfort. Donc, j'ai voulu aller dans les services, j'ai voulu faire des renforts. Et finalement, j'ai trouvé un poste en laboratoire d'analyse médicale où on faisait tous les tests Covid. Donc, je faisais plus de 100 tests Covid minimum par jour à moi toute seule. Donc, c'était dû à la chaîne, hein, c'était de la folie. Donc, j'ai vécu le Covid de plein fouet et comme j'étais préleveuse et dans un laboratoire, j'allais dans toute la clinique aussi pour laquelle je bossais, en plus des tests Covid pour faire les prises de sang. Donc, j'ai vu exactement tout ce qui se passait dans les services. Croyez-moi, il y a de quoi raconter. J'ai hâte de savoir. Le suspense. On va peut-être avoir des informations secrètes pour les auditeurs et auditrices. Je vais peut-être avoir le GIGN qui va débarquer chez moi, les gars. Mais, non, mais en vrai, je suis contente d'avoir cette tribune pour en parler parce que je vois pas pourquoi faudrait le cacher et je pense que c'est important que les gens réalisent ce qui s'est passé aussi de l'autre côté parce que ça a été un drame pour vous tous, hein, bien sûr, mais vous imaginez pas pour le reste. Donc ouais, peut-être toi, Swazik ou Betty, s'il y en a une de vous deux qui veut d'abord peut-être s'exprimer sur même son propre vécu ou ce que tu as pu voir en tant que patiente et après je vous raconterai les off soignants. Moi, j'étais pas du tout en soins pendant le Covid, c'était avant pour moi. Par contre, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pensé aux personnes qui ont eu un diagnostic et des traitements de cancer pendant ce temps-là, notamment par rapport aux accompagnements, en fait. Moi, je sais que j'ai eu la chance justement d'être accompagnée à toutes mes chimios. Donc déjà, m'imaginer devoir y aller toute seule, puis même d'ailleurs par rapport au diagnostic, en fait. Enfin, juste le diagnostic, ça, avoir potentiellement l'information par téléphone pour que vous n'ayez pas à vous déplacer dans l'hôpital. Enfin voilà, j'imagine il y a plein d'histoires. Je les connais pas forcément, mais j'imagine qu'il y a plein d'histoires vraiment pas évidentes où la pandémie a rajouté une couche par-dessus cet événement de vie déjà bien compliqué. Et effectivement, par rapport aussi aux hospitalisations, moi, je sais que j'ai été hospitalisée 2 fois pour des autogreffes. Et donc, une fois au mois d'août, et c'était facile pour mes amis de venir me voir. Enfin, facile dans le sens où les visites étaient limitées.
Mais du coup, on s'organisait, puis j'avais souvent quelqu'un qui venait me voir. Par contre, au mois de décembre, j'ai eu plein de visites qui ont été annulées parce que mes amis avaient des rhumes. Parce que forcément, au mois de décembre, il y a plus de rhumes. Donc, il y en a plein qui sont pas venus. Et je me dis, mais en fait, quand il y avait la pandémie, la question se posait même pas. Et donc, moi, je me suis souvent projetée à être hospitalisée pendant ces 3 semaines-là. Oui, certes, pouvoir utiliser l'ordinateur, mais c'est quand même pas pareil. Puis en plus, quand tu es nauséeux ou quoi, c'est pas forcément évident l'écran non plus. Ouais, j'ai beaucoup d'empathie et de soutien pour les personnes qui ont traversé cette épreuve-là en pleine pandémie, quoi. Mm. Et toi, Bah, Betty, de ton non, regard? ouais, c'est ça, j'allais rebondir. Alors moi, je ne travaillais pas encore à la fondation, à l'hôpital, mais j'ai beaucoup entendu de patientes qui ont eu leur traitement en pleine pandémie. Et effectivement, pas d'accompagnant, donc tu vas faire ta chimio toute seule. Je trouve ça vraiment, ou tout seul, je trouve ça vraiment dur. Même la fondation, en fait, elle était quasiment fermée. Il n'y avait plus qu'une personne, mais c'était vraiment l'essentiel, on va dire. Mais il n'y avait pas du tout. Tu sais, nous, on est tout le temps ouvert. C'est comme un petit salon accueillant. Tu peux juste venir discuter, prendre un petit café. Enfin voilà, c'est vraiment un lieu de ressources. Donc là, c'était complètement fermé. Tu avais droit à une personne qui rentre dedans. Donc tout ce qui était prothèse capillaire et tout, c'était beaucoup moins, voire même pendant un moment pas du tout. Les bonnets, enfin tout quoi en fait. Donc la massothérapie, où on Mm. avait à l'époque, il y avait plusieurs massothérapeutes et ils venaient directement dans les salles de traitement faire des massages pendant qu'ils recevaient leur chimio. Tout ça, ça a été arrêté. Donc, tu sais, c'est plein de petites choses comme ça qui... Donc, certes, ça n'a pas pu forcément leur manquer parce qu'ils n'ont pas connu forcément avant, mais tu te dis finalement, quand même, c'est des gros plus où là, tu te retrouves encore plus seul, sans ressources, sans outils pour t'accompagner, quoi. Donc, voilà, je ne l'ai pas vécu, mais j'imagine comment ça a dû être difficile pour les patients à ce moment-là, quoi. Dans ce que tu dis, Betty, là, justement, je me dis, en fait, c'est le côté médical, évidemment, qui a pris le dessus, et tout le côté psychologique, social, bien-être a pris le bord, quoi. Exactement, et je trouve qu'il y a eu quand même des dégâts, entre guillemets, dans le sens où moi, quand je suis arrivée, donc ça avait plus ou moins repris, il y a enfin, tu vois, on n'a toujours pas repris la massothérapie en chimio, par exemple, à l'heure où je vous parle. Ah Mais ouais. voilà, la plupart des choses ont quand même bien repris. Après, on a mis en système on a mis en service le système du visio, donc toutes les séances de yoga, tout ce qui est kinésiologie, ce genre de choses, c'était possible. Donc maintenant, ils ont le choix. Finalement, c'est bien. Ça a apporté aussi du positif où les patients ont le choix de faire en virtuel ou en présentiel. Et parfois, c'est quand même pas mal aussi de proposer le virtuel dans le sens où si tu es fatigué, si déjà tu te déplaces énormément pour tes rendez-vous médicaux, donc si là tu peux faire ton petit yoga de chez toi, c'est quand même cool aussi. C'est Mm. surtout d'avoir le choix en fait. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je trouvais qu'il y a eu quand même psychologiquement, tu vois, moi quand je suis arrivée, il y avait des personnes qui appelaient, oui, bah, il faudrait que j'aille chez la coiffeuse parce que bah, déjà j'en aurais envie, puis surtout besoin. Mais voilà, par rapport à la Covid, je pense que enfin, je pense que c'est mieux que je reste chez moi, même pour mes courses. Enfin, et en fait, tu te rendais compte que la personne n'osait plus rien faire du tout et elle restait tout le temps cloîtrée chez elle. Et moi, à un moment donné, surtout une dame, là, je me souviens, je lui ai dit, si vous, enfin, prenez les protections nécessaires, mais à un moment donné, enfin, ne vous isolez pas trop non plus, dans le sens où si c'est le mental qui commence à complètement lâcher, c'est pas mieux non plus, enfin, ça va pas vous aider, quoi. Enfin, donc c'est sûr que médicalement parlant, j'étais peut-être pas, comment dire, dans ce qu'il fallait dire, mais pour moi, c'était quand même super important de aussi montrer que le moral est super important dans ces moments-là et que si tu as envie d'aller chez la coiffeuse pour te rafraîchir, parce que tu en as besoin aussi, parce que t'es en repousse de cheveux, par exemple, bah, c'est super important aussi, quoi.
Ouais, mais effectivement, quand on a un cancer, il y a des périodes qui sont hyper fragiles au niveau système immunitaire. Et effectivement, on peut déjà, en temps normal, on peut vraiment flipper dans ces moments-là. Mais quand il y a en plus un virus mortel qui se balade, ouais, ça doit être. Je pense qu'il y a plus d'une personne, effectivement, qui ont dû vraiment être encore plus, enfin voilà, de rajouter un stress supplémentaire qui a dû être vraiment intense avec des précautions plus. Et comme tu dis, effectivement, où finalement le mental est hyper touché quoi dans ces moments-là. Donc c'est effectivement de peser le pour et contre quoi finalement de, bah, voilà. Bah, c'est ça. Et D'autres- moi, je trouve que c'est ça qui a été le plus compliqué. Enfin, encore une fois, moi, je n'ai pas travaillé à l'hôpital pendant ces moments-là. Mais d'un point de vue aussi plus personnel, je vais reparler encore de ma grand-mère qui a reçu son diagnostic de son cancer juste avant la pandémie. Et ma grand-mère, c'était quand même quelqu'un de très sociable, de très joyeuse, qui adorait tout le temps aller faire des belotes, des jeux avec ses amis. Et donc là, bah déjà, la Covid, tout ça, ça a fait peur. Plus là, l'annonce de son cancer, où effectivement, tu es immunosupprimée. Elle s'est complètement cloîtrée chez elle. Elle ne voulait plus voir ses enfants, ses petits-enfants. Et on a été quasiment 1 an et demi où elle n'a jamais voulu nous embrasser, nous serrer dans ses bras. Et c'est dur, quoi. Enfin, c'est dur pour nous, mais c'était super dur aussi pour elle, mais tellement peur. Tu sais, c'est là à un moment donné où trouver l'équilibre, tu vois, entre rester raisonnable, mais ne pas rentrer non plus dans une peur extrême, puis complètement te couper bah, de l'amour qui est super important aussi, quoi. Mais ça a été le drame, en fait. Là, tout ce que vous expliquez, ça a été le drame de cette pandémie. C'est que quand la pandémie est arrivée, on savait pas sur quoi on se lançait. Faut pas oublier quand même, et je pense que c'est important de le notifier, qu'il y a des soignants qui, comme moi, étaient en mode réserve et sont arrivés, dormaient dans les hôtels par peur de contaminer leur famille, ont pris des précautions que vous imaginez même pas, et qu'on n'avait pas les blouses suffisantes et qu'on a quand même bossé avec des sacs poubelles. Ça, c'est vrai. Ça s'est réellement passé en France, d'accord? Et pour la petite histoire, à l'époque où il y a eu la grippe porcine et la grippe aviaire, déjà, on avait dit, les gars, s'il y a des pandémies qui arrivent, on ne peut pas gérer. On n'a pas les moyens. Donc, c'est mon petit coup de gueule qui est passé, mais je pense qu'il est important de le poser parce que ça fait déjà 10 ans qu'on dit que face à une pandémie, on ne pouvait pas gérer. La preuve en est, les débuts furent un peu catastrophiques, la suite un peu mieux, mais les débuts catastrophiques. Et là, ce que vous exprimez, c'est un peu le drame qu'on a vécu. C'est-à-dire que on était face à une pandémie où on se dit, bon, on fait quoi? Comment on protège? Et évidemment que la priorité, c'est de protéger les gens, bien sûr. Mais donc, du coup, bah, des fois, à l'encontre de ces valeurs dont tu parlais, Betty, d'amour et autres, tu vois. Donc, tu es là, tu fais, putain, ouais, d'accord, c'est bien de protéger, mais jusqu'à quel point? Et en même temps, en tout cas, au début, on n'avait pas suffisamment de recul pour dire, ouais, mais non, c'est bon, on laisse rentrer, on sait jamais. Parce qu'il faut pas oublier que le Covid se propageait à une vitesse folle. Et c'est du vécu, il suffisait que une personne de la famille l'ait, mais soit asymptomatique et qu'elle soit passée au travers du test Covid, et elle nous a contaminé des services entiers. C'est arrivé aussi. Parce que, il y a les transmissions, quoi. Le soignant touche le patient qui va toucher un autre patient et inversement. Donc ça a été un peu le drame. Et au début, il faut quand même réaliser que ce qui s'est passé dans la pandémie et dans les services d'onco, c'est que du jour au lendemain, il n'y avait plus le droit aux visites, sauf cas extrême. Le cas extrême, c'était que la personne, elle allait mourir et encore. Et encore. Je dis bien, ça dépend des services. Il s'est passé, comme c'était la pandémie et que c'était obligatoire, où le cercueil était fermé directement en chambre. D'accord? Donc, en fait, on appelait la personne de confiance. Seule la personne de confiance avait le droit de venir à la fermeture du cercueil et c'est tout. Donc, c'est-à-dire que si c'était ton père qui mourait et que la personne de confiance c'était la mère, les enfants n'avaient pas le droit de le voir. Les débuts de la pandémie, ça a été ça. Je peux t'assurer que quand je passais dans les services, que je faisais mes petites prises de sang et qu'au début j'ai vu ça et que j'ai posé la question et j'ai dit mais elle est où la famille? Bah, c'est le début de la pandémie, on ne sait pas, on n'a pas le droit. On savait pas, on n'avait pas le recul sur la suite. Et moi j'étais là, what? Mais on s'en bat les couilles là, enfin laisser ses enfants s'ils ont besoin. Bah non, non, on ne sait pas ce que le corps dégage à la mort. On ne sait pas si du coup c'était ça en fait les questions du début. On en était là. Et donc en fait on s'en prenait plein la tronche en tant que soignant. On se prenait cette violence quotidienne, les gens n'ayant plus leur famille, leurs amis, nous en tant que soignants, mes collègues qui étaient encore en onco,
bah, c'était le seul recours pour ces gens en chimio. Donc, en fait, en plus de notre charge mentale à nous qui était énorme, parce que la France s'est arrêtée, mais nous, on n'a pas eu le temps hein, de tomber en dépression ou quoi. On n'a pas eu ce temps-là. On bossait, on bossait, on bossait, on bossait. Ah, c'est sûr, on n'avait pas d'embouteillage, on était bien sur les routes, on était cool. Mais tu vois, enfin, je veux dire, c'était, je suis de l'humour, mais on a eu le temps de rien, on a foncé, on se prenait en plus de notre propre peur et notre propre peine, le drame que vivaient ces gens qui n'avaient plus personne. Comme tu disais, Swazik, les écrans et tout, il y avait des gens, ils étaient sous chimio, ils étaient tellement à l'ouest que non, l'écran, c'était pas possible. Et quand le mec, il est complètement sédaté et qu'il est en phase terminale et qu'il est sous traitement et qu'il dort, va lui foutre un écran, il va rien comprendre, le type, il a les yeux fermés. Enfin, sans faire de l'humour noir, hein, mais je suis un peu sarcastique, mais c'est réaliser que ça a été un drame. J'emploie vraiment ces mots. Et nous, en tant que soignants, on s'est dit, mais waouh, jusqu'où ça va? Et après, petit à petit, quand on a commencé à avoir du recul, bah, les soignants, ils ont commencé à pousser. On a commencé à gueuler. Oui, des fois, on a fait rentrer des familles alors qu'on avait le droit qu'à une personne, mais s'ils avaient des tests Covid à jour, bah oui, entre deux services, on les faisait rentrer. On a fait des choses comme ça, parce qu'à un moment donné, on est humain. Mais en faisant ça, on prenait aussi un risque. C'est-à-dire que c'était à notre propre jugement. OK, si là, ces tests Covid à jour, est-ce qu'on le fait ou pas? Sauf que tu pouvais avoir tes tests Covid à jour et être contaminé le lendemain. Et ça aussi, c'est des choses qui sont arrivées. Et oui, des patients sous chimio immunodéprimés sont morts du Covid et pas de leur chimio. Ça aussi, c'est arrivé. Et en fait, tout ce que je vous explique, Est-ce que c'est c'est vraiment vrai, ça? bien Moi, je sûr, pars peut-être dans du bien hors-sujet, sûr, mais bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, imagine, tu as un patient immunodéprimé, tu as une affection pulmonaire. Tu vois, le Covid, c'était les poumons. Donc, je te prends la version simple. Et tu sais que la chimio, elle vient pour régler les poumons. Ok, c'est cool. Ça se passait plutôt bien. Bam, il se chope un Covid. Ben, selon l'état d'immunosuppression qu'il a, plus l'état de ses poumons, la chimio aurait pu l'aider, mais un Covid par-dessus. Voilà. Oui, tout comme tu peux mourir d'une grippe, d'un rhume. Enfin, justement, bah, typiquement, l'autogreffe, s'il y avait si peu de visites et les visites étaient masquées, bah, justement, Bien l'attirail sûr. qu'on pouvait avoir pendant la pandémie, bah, c'est l'attirail qu'on a pour rendre visite à une personne en autogreffe. Ouais, bah, c'est pour ça aussi que si tu as le moindre symptôme, bah, tu rends pas visite à ton C'est ça. proche. Mhm. Parce que ouais, si tu lui files le moindre symptôme alors que son système immunitaire est à plat, bah, il peut mourir d'un rhume, quoi. Mais complètement. Pareil pour le VIH et des choses comme ça, hein. Tout à fait. Ah ouais, non, ça a été chaud. Et puis, ça a été aussi, ce qui a été compliqué, c'est que, comme te racontaient tes patientes, Betty, c'est des gens. On leur annonce déjà une nouvelle qui est pas folle. Et en plus, on leur explique, bon, les visites, vous oubliez, ça, vous oubliez. Ça fait un peu double peine, tu vois. Carrément. J'ai souvent pensé aussi justement aux soignants, soignantes, parce qu'à l'époque, je sais qu'il y avait une infirmière qui m'avait dit aussi que pour l'équipe soignante aussi, c'était important les visites, parce que quand un patient avait une visite, bah, du coup, il était moins douloureux, il pensait moins à justement, aux différents symptômes, aux effets secondaires, etc. Et donc, du coup, c'était un peu un moment plus calme aussi pour les soignants, les soignantes. Et quand elle m'avait dit ça, ça m'avait paru évident et en même temps, j'avais pas fait le lien. Mais pareil, combien de fois j'y ai pensé pendant la pandémie, quoi, de me dire, mais alors, avec justement tout ce que tu dis là, Héloïse, justement, tout le fait d'arriver dans cette situation-là, de pas savoir du tout ce qui va se passer, d'être dans un branle-bas de combat. Et en plus, comme les patients, patientes n'ont pas de visite, bah, du coup, ils sont plus douloureux, ils sont aussi plus inquiets, plus stressés par la situation. En tout Mhm. cas, c'est comme juste en parlant, je sens l'engrenage qui se met en route et voilà, la montagne de choses qui se mettent, voilà, qui se rajoutent au fur et à mesure. Je me dis, ça a dû tellement rajouter d'émotions diverses et variées, en fait, autant pour les Oui. patients, Ça a patientes. été très anxiogène. Ouais, Après, c'est ça. attention, là, ce que je vous dis, le côté les soignants qui dormaient dans des hôtels, ça a été les débuts, hein, ça s'est pas tout le temps passé comme ça. Là, je vous parlais des débuts du drame. Après, ça a évolué. Mais oui, ça a été très anxiogène. Et les copines que j'avais qui étaient encore en onco le disaient. Elles disaient, on n'a pas les mêmes patients là. Ça n'a rien à voir. Ouais.
Parce Ah que moins de visites, parce que... Alors évidemment que quand on est dans des autogreffes, tout ça, déjà de base, il y a moins de visites et il y a une hyper-protection. Mais quand tu viens juste pour ta chimio et que d'habitude tu rejoins tes potes en bas, là tout ça, c'était plus possible. Ça a été très anxiogène pour les patients, très anxiogène pour les soignants. Ça fait un peu le plus sur le plus, tu vois, c'est cette espèce de cumul d'anxiété. Et après, l'autre drame, ça a été que oui, c'est vrai, ça aussi. Selon l'état de la pandémie, des fois, il a fallu faire des choix. Donc, un patient atteint de cancer stade 4 de 80 ans n'était pas prioritaire sur un mec de 40 ans. C'est mhm. affreux, mais ça s'est passé comme ça. Pas à chaque fois, hein, encore une fois, mais oui, ça s'est passé comme ça. C'est des commissions, c'est ce qu'on appelle les staffs. On fait le tour des patients et bon, bah, d'accord, bah, lui c'est bon, lui c'est bon. Bon, bah, lui il est en stade 4, donc stade terminal du cancer. Ouais, bon, bah, de toute façon, on va pas le sauver, donc pourquoi on s'emmerde, quoi. Donc, il n'était pas prioritaire. Et au-delà de ça, ce qui a été compliqué pour l'après, c'est ce que tu as dit un peu tout à l'heure, Betty, c'est l'angoisse que ça a pu générer chez eux. Donc, du coup, les gestes par la suite et l'espèce de psychose générée par ailleurs. Alors, c'est valable pour les patients qui ont été atteints de cancer et c'est valable pour tout le monde, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette espèce de psychose par la suite. Et rajouter à ça, là, je reviens un peu aux soignants, l'épuisement. Parce que il y a eu un épuisement, les gens s'en sont pas rendus compte, mais on s'en est pris tellement plein la gueule entre la pandémie. Ce que les gens ont vécu, eux, de la pandémie, ben nous, on l'a vécu aussi. Sauf qu'en plus, on était dans les soins et qu'en plus, il fallait qu'on gère l'anxiété d'autrui, sans parler de l'anxiété de nos familles. Et à un moment donné, ben ouais, en tant que soignant, on a un peu vrillé. Il y a eu des moments où la patience n'était plus là et je vais vous raconter pour vous dire à quel point ça a pu aller loin des fois. Quand la pandémie s'est calmée, les tests étaient obligatoires pour voyager, des choses comme ça. Et donc moi, pour rappel, du coup, j'étais préleveuse, je faisais les tests et en fait, j'ai vu des bagarres dans les queues pour les tests Covid et les gens se bagarraient pour partir en vacances alors que d'autres, ils voulaient leurs tests pour pouvoir rentrer pour faire leur chimio. Mhm. Il y a eu après cette dissonance à un moment donné, où quand il y a eu ces espèces de sorties de Covid, puis retour, puis ressorties, où les gens ont complètement zappé, hein, c'était bien de nous applaudir pendant un an, mais après, il n'y avait plus personne. Et les gens ont complètement zappé tout ça. Donc, tu avais des gens qui venaient faire leurs tests pour pouvoir rentrer en hospice, ou des familles qui faisaient leurs tests pour pouvoir accompagner leur famille, et d'autres qui venaient se fracasser la gueule parce que oui, mais j'étais avant lui. Tout ça pour avoir leur putain de test pour passer des vacances. Tant mieux, vous avez raison de passer des vacances, c'est pas le problème. Mais on a vu aussi un peu la nature humaine, quoi. Mm. Et ouais, ça a été compliqué pour nous, les soignants, de gérer ça parce que on a vu des choses atroces. Je vous assurais que voir un cercueil fermé, savoir que la famille n'a pas pu voir sa mère ou son père, et puis nous, en tant que soignants, il faut qu'on se positionne en mode oui, désolé, c'est la pandémie. C'est chaud, hein. C'était une position particulière quand même. Mm. Parce que là, ça a vraiment été un conflit entre l'humain, le soignant et la réalité de terrain. Et il fallait qu'on joue sur les trois. Parce que des fois, j'étais d'accord sur le fait qu'il fallait pas que les gens rentrent. Protection. Et en même temps, tu as l'humain qui dit ouais, mais l'amour. Et tu vois, et c'était un espèce de triangle de l'enfer où Mm. tu étais toujours entre l'humain, le soignant, la réalité. Voilà, voilà. Et sachant que justement, tu nous en as parlé, le fait que vous, en tant que soignant, soignante, vous êtes touché par ce qui se passe pour vos patients, patientes, et pour autant, bah, justement, vous devez pas être submergé par ces émotions, etc. Et vous devez rester dans l'écoute, etc. Donc, c'est en ayant l'habitude de cette position-là, j'imagine que justement, dans le contexte de pandémie, ça rajoute vraiment quelque chose de très complexe, quoi, au final, de se détacher de cette position-là et en même temps non, quoi. Enfin, parce que vous restez soignant-soignante. Ouais, des fois, on n'y arrivait pas. Enfin, je veux dire, quand tu as quelqu'un qui est en soins, enfin, j'en sais rien, moi, quelqu'un qui est en train de perdre ses cheveux, qui a besoin de parler, bah oui, on était seul recours, donc on prenait sur nous. Enfin, tous les soignants n'ont pas fait, évidemment, mais moi, clairement, c'est ce que je faisais, oui. On parlait d'humanité dans d'autres épisodes et on y revient souvent, hein, et là, c'est le cas aussi, quoi. C'est le cas aussi, mais il y a eu aussi des cas où à la fin, on n'arrivait plus à être humain. Je dis on, je m'inclus dedans, mais
C'est de façon générale où c'est pas pour excuser le comportement de certains soignants, loin de là. Il y a des comportements qui ne sont clairement pas excusables. Et comme partout, hein, il n'y a pas que des mères Teresa chez les soignants et les soignantes, hein, on va se le dire. Hein. Mais l'épuisement à la fin était tel que je peux entendre que certains aient manqué d'empathie ou d'écoute. Et ce qui est dramatique, bah, c'est que c'est les patients qui en ont pâti. Et je suis pas du tout OK avec ça, mais pourtant, j'entends que ça se soit passé aussi. Bien sûr. Et c'est pas, je suis pas fière de le dire, hein, c'est pas du tout agréable, hein. Mais c'est un fait. Et justement, pour vraiment revenir sur le centre du truc, je pense que ce qui a été dramatique dans la pandémie, c'est ce qu'on parlait, c'est l'isolement, c'est le manque de communication, le manque de compréhension, de ce brouillard où on savait pas où on allait. Et derrière aussi la sélection des patients, parce que avec la pandémie, ben, entre les vaccins, toutes ces choses-là, il y a eu des incompatibilités avec certaines chimios, il y a eu des choses. Et ça a aussi posé des vraies problématiques. Cette méconnaissance de ce qui nous arrivait. Et puis, enfin, du coup, dans tout ça, moi, depuis le début, j'entends beaucoup enfin, je pense au sentiment d'injustice, quoi. Il y a dû vraiment avoir des personnes qui ont eu ce sentiment plus d'une fois. Et sans parler aussi des personnes qui ont eu leur diagnostic pendant la pandémie, ce qui fait que potentiellement, il y a des examens, des opérations, des choses qui ont pu être reculées aussi. Euh, Exactement. Ben, en ouais, fait, alors là, je parle, les chiffres que j'ai ne sont pas du tout des chiffres validés par l'État, mais mes potes qui sont restés en dermato-onco, là où j'ai bossé avant, me disaient, mais là, les patients qu'on a post-pandémie, ils sont dans un état, bah, parce que le diagnostic a été plus long, parce que, comme tu dis, les opérations étaient retardées. Et ouais, c'est pas les patients atteints de cancer, petit cancer, quoi. Des gens qu'on aurait pu prendre en charge en stade 2, bah, des mm. fois, on va les prendre en stade 3 ou 4 direct. Et oui, ça, c'est clair. Ce que tu Mm. dis, c'est très juste. Je sais pas si toi, tu l'as vu, Betty, si certaines de tes patientes t'ont dit qu'il y avait eu des retards ou des choses comme ça. Alors, au niveau de leur chirurgie, quoi, surtout au niveau de la reconstruction pour les femmes atteintes de cancer du sein, là, même encore récemment, elle allait se faire reconstruire et il y avait eu, ça faisait 3 ans qu'elle attendait sa reconstruction. Ah, C'est punaise. terrible, hein. Donc là, c'est plus d'un point de vue psychique, c'est pas au niveau du stade, c'était pas avancé ou quoi, mais moralement, Mais bah, t'as pas de sein pendant 3 ans parce que t'es pas prioritaire, quoi. on parlait dans l'épisode sur l'après-cancer, justement, on parlait de la difficulté que ça peut être de se remettre d'une telle situation. Et typiquement, là, cette dame qui a dû attendre pendant 3 ans, bah, l'après-cancer, la rémission, se remettre, retrouver dans son corps, dans son image, se réapproprier son image, bah, c'est costaud, quoi. Et certains peut-être penseront effectivement, bon, bah, c'est juste la reconstruction. Bah non, en fait, ça va plus loin que ça. C'est la réappropriation vraiment de soi. Et plus c'est long à faire, plus ça retarde justement le deuil dont on parlait aussi, quoi, quelque part. Donc, Exactement. Tu peux pas tourner cette page, passer à autre chose, en fait. C'est tout le temps là, puis t'attends. Enfin, c'est. Non, Ah c'est. ouais, complètement. Je pense que cette attente, elle est affreuse. Ouais. Et là, on le voit, déjà que l'impact psychologique d'un cancer sur les patients atteints de cancer, il est énorme. Mais là, avec ces annulations constantes, au mm. bout d'un moment, comment veux-tu, ce que tu disais, Swazik, faire ce deuil? 3 ans, tu me dis, Betty, de reconstruire. Enfin, c'est énorme. Ouais, Mm. ouais. Tu te rends compte, Puis hein? j'ai pas qu'un exemple hein, comme ça. Hein. Ouais. Non, non, je pense que l'impact psychologique de cette pandémie sur quel que soit le patient, on peut généraliser, mais bon, ici, évidemment, on se concentre sur les patients cancer. C'est assez dramatique et je serais curieuse de voir justement des études sur l'impact psychologique avant et après pandémie. Je pense vraiment que, ouais, il y a ça et même l'impact du coup sur les stades, quoi. Mm. Ouais, ouais, surtout la prise en charge aussi, parce qu'on en parlait, Betty, à un moment, en principe, en tout cas dans certains
dans certains services d'onco, il y avait une infirmière pivot qui t'expliquait avant d'avoir tes traitements comment ça se passait, etc. Moi, j'ai eu cette fameuse réunion, j'étais accompagnée de ma mère. Je l'ai eu, cette fameuse petite réunion avec une infirmière qui a pris le temps de m'expliquer vraiment. Donc, moi, dans mon service, on nous donnait un classeur avec plein de papiers, mais c'est pas, voilà, justement, on me donnait pas juste les classeurs, quoi. Elle avait vraiment pris le temps d'expliquer toutes les choses, d'expliquer les effets secondaires, d'expliquer, bah voilà, si t'arrive ça, n'hésite pas, t'as telle personne à qui tu peux appeler pour telle situation, etc., etc. Même en sortant de là, il te reste évidemment un million de questions en plus. Donc, même en ayant cette réunion-là, c'est quelque part même pas suffisant. Aujourd'hui, ben, je serais curieuse d'aller voir d'ailleurs dans le service où j'avais ça, c'était à Rennes pour le coup. Je serais curieuse de savoir si ça a été remis en place parce que ça, Betty, on en parlait avec d'autres personnes où bah, à Montréal, ça a pas nécessairement été remis en place et du coup les personnes se lancent dans leur chimio sans forcément bah oui peut-être qu'elles ont un cahier avec des papiers mais est-ce que tu as l'énergie de lire, est-ce que tu peux avoir les infos qui te conviennent, c'est vraiment pas pareil quoi. Alors, si, il y a quand même les rendez-vous téléphoniques. Ça se passe beaucoup par téléphone maintenant. Donc, il y a quand même toutes les infos, tu sais, je veux pas. Mais c'est juste cette présence humaine, en fait. Enfin, rien que ça, tu vois. Ça, je trouve que. Enfin, moi, personnellement, si enfin, il m'arrive quelque chose, j'ai un diagnostic, bah, tu sais, je voudrais que la personne soit en face de moi parce que je trouve que le contact, tu sais, si t'as besoin d'être assuré, qu'avoir quelqu'un au bout du fil, c'est pas la même chose, tu vois. Donc, juste ça, déjà. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des points positifs où il y a des activités effectivement que tu peux faire en visio maintenant auxquelles Oui, on n'avait pas forcément pensé avant et ça effectivement qui peut s'adapter davantage à des patients, patientes qui bah, justement suite à des traitements, etc., sont pas forcément en état de se déplacer ou en ont marre, etc. Par contre, non, effectivement, d'avoir soit ton diagnostic, soit des explications par téléphone, bah, pas pareil, quoi. Vraiment, c'est pas non. le même impact, quoi. Tout à l'heure, Betty, tu disais peut-être que ça leur manque pas parce qu'ils ne connaissent pas ça et je suis pas sûre d'être d'accord avec ça parce que justement tout le côté social et psychologique, même si t'es pas forcément passé par les traitements et que tu sais pas forcément tout ce qui existe en temps normal, bah tu dois ressentir le manque de ça parce que c'est quand même dans ta vie de tous les jours, tu vois justement la présence de tes proches, etc. Ah non, alors ça, je suis complètement d'accord. C'était plus par rapport les ressources, par exemple, qu'à la fondation on propose. C'est dans le sens où si t'as pas connu, ça, tu peux pas avoir le manque de quelque chose que tu n'as pas connu. Mais évidemment, c'est hyper important et c'est un gros plus d'avoir ça comme accompagnement. Je parlais pas des accompagnateurs. Oui, ok. Tu te rends pas forcément compte qu'il manque tout ça par rapport à d'habitude et ça n'empêche pas d'avoir des impacts quand même. Enfin, justement, Oui, de pas avoir l'impact positif que ça a habituellement, quoi. c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, justement, pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que des gens qui ont eu le diagnostic, pardon, pendant la pandémie, comme tu dis, ils peuvent pas avoir de manque de quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément connu. Par contre, des gens qui ont eu le diagnostic avant et qui ont été traités pendant, je pense, j'en sais rien, hein, je fais avec ce que j'ai vu à mon petit niveau, tu sentais que, ouais, l'avant-après était compliqué. Alors, c'est clair que pour les gens qui ont été à cheval, entre Ouais. guillemets, entre leur début de traitement, puis paf, pandémie, là, je pense que c'est eux qui ont dû prendre le plus. Ça a Ou dû être ceux, super dur pour eux, ouais. ou ceux qui ont eu des rechutes, du coup, pendant Oui, la ouais, pandémie, par exemple, aussi. complètement. C'est ça. Mais et dans l'après, outre justement ce qu'on disait tout à l'heure, que si tes opérations, etc., sont retardées, ben justement, dans l'après-cancer, déjà, tu peux te sentir très seul, mais là, en plus, enfin, c'est encore plus le cas parce que pour le coup, il y avait absolument rien de dispo, quoi. Donc, enfin, Complètement. après, si, sur Internet, mais c'est quand même pas, encore une fois, c'est pas pareil, quoi. Ouais, et puis Mais pour rebondir sur ça, je pense que, alors encore une fois, hein, faut remettre dans le contexte et tout. Les gens ont fait ce qu'ils ont pu. Je suis pas là en train de, même si j'ai raconté un peu des choses pas très cool. Il y a pas eu que des drames, faut pas croire. Mais je pense vraiment que cette pandémie, elle a eu un impact incroyable sur la qualité du soin, parce que ben justement, il n'y avait pas tous les accès qu'on avait avant.
Alors, même si les gens ne le savaient pas, ben, nous, en tant que soignants, on le savait et certains, en tant que patients avant pandémie, le savaient aussi, que cette psychose, ça n'a pas aidé, que ce retard de soins, ça n'a pas aidé, que cette crainte vaccin, chimio, est-ce que c'est compatible, pas compatible, ça n'a pas aidé. Et que par-dessus ça, ben, l'épuisement des gens, parce que les gens n'en pouvaient plus d'être confinés, reconfinés, reconfinés, plus l'épuisement des soignants, le manque de moyens et ce truc de se battre pour tout, je pense vraiment que la qualité des soins en a pâti. Et d'ailleurs, maintenant que j'accompagne les soignants dans leur reconversion, il y a eu un pic d'arrêt maladie bien après le Covid, mais il y a eu un vrai pic parce que ben ouais, les gens n'étaient plus raccords aussi avec ces soins qu'ils donnaient. Et pour le coup, j'ai pas les chiffres, donc je vais pas parler sans savoir. Mais je pense vraiment qu'il y a eu une perte de qualité de soins énorme auprès du patient onco et du patient en général. C'est là le drame de cette pandémie. Justement, si je refais encore le lien avec notre épisode de l'après-cancer, c'est ce qu'on disait, c'est que finalement, c'est ton instinct de survie qui tient. Le jour où les traitements s'arrêtent, tu as une sorte de baisse d'adrénaline, de nerfs qui lâchent, etc. Et je pense que enfin, ça fait pareil pour les soignants-soignantes, en fait. C'est que le temps de la pandémie, c'est l'instinct de survie de la société, de la planète qui est en jeu. Et donc, tu tiens, en tout cas, tu tentes de tenir comme tu peux, mais je veux bien croire que l'après doit être d'une violence aussi importante, quoi. Parce que là, derrière, le repos, il n'est pas forcément là non plus. Enfin, toutes les heures données en plus et toute l'énergie donnée en plus, tu pars pas en vacances derrière pendant des mois en te disant maintenant je vais rattraper, quoi. Mm. Ben, on aimerait bien, mais tu as tout ce système, on en a aussi parlé dans d'autres podcasts, de culpabilité. Mm. Mais Euh, oui. de culpabilité de peut-être pas avoir prodigué les soins au mieux de ce que tu pouvais, culpabilité d'avoir accepté des fois des choses et après coup, ah ouais, mais si j'avais su en fait, mais on savait pas, culpabilité de peut-être des fois avoir été très fatigué et de clairement envoyer chier tout le monde. Culpabilité d'appeler au téléphone une maman et de lui dire bon bah votre fils est décédé mais vous pouvez pas venir. Et c'est un tout. Après, je suis pas là pour dire, mon Dieu, pauvres soignants que nous sommes. Faut pas oublier que la priorité là, c'est les patients atteints de cancer. Mais il y a vraiment eu cette pandémie. En fait, pour moi, elle a mis en exergue, elle a vraiment mis en lumière le drame. Je parle en France du coup, mais j'ai l'impression qu'au Canada, c'est un peu pareil. Le drame de la situation des hôpitaux et cliniques en France. Bah, dans le monde entier, je pense, hein, le drame a Voilà. été. On va se le dire. Et en fait, c'est triste d'en arriver là pour réaliser à quel point tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. C'est triste d'en arriver là et que les patients aient eu à subir ça. Parce que pour moi, il y a eu de la maltraitance auprès des patients, clairement. Pour moi, ta patiente qui n'a pas sa reconstruction depuis 3 ans, c'est de la maltraitance. Je suis désolée, pour moi, c'est de la maltraitance. Parce que c'est l'image, enfin, c'est des séquelles, c'est des cicatrices. Alors, il y en a qui le vivent très bien, mais si elle le vit pas bien, bah, tous les jours, elle se lève et elle a dans la gueule son cancer alors qu'elle est peut-être en rémission. Je dis pas, hein, il y en a qui vivent très bien sans leur reconstruction, hein, c'est pas du tout. Mais voilà, encore une fois, chacun fait comme il peut. Et là, ouais, j'avoue que peut-être sur ce podcast, je suis un peu lourde et je suis un peu. Mais parce que c'est vraiment mes tripes qui parlent et je m'en excuse hein, si je suis un peu dure et lourde. Mais ça fait mal au cœur, ça fait vraiment mal au cœur. Ça nous a complètement repositionné en tant que soignants. À quoi on sert, pourquoi on fait ça? C'est ça notre métier. Et de voir aussi ces patients, le choix, faire un choix, putain. Choisir entre des patients. Ouais, mais lui, il est moins malade, donc c'est affreux. Mm. Alors après, je veux bien que ce soit le système d'une pandémie, je l'entends, hein. Mais pouah, là, ça a été un espèce de fracas entre nos valeurs et ça a été vraiment très violent. Et ces pauvres patients au milieu qui comprenaient rien à leur vie et qui se prennent, en plus d'un cancer, une pandémie, il Mm. faut avoir l'air insolite quand même. Est-ce que je peux me permettre de te demander si c'est dû à ça que tu as choisi de te reconvertir? Alors moi, ça a été déjà avant. Déjà avant, ça titillait beaucoup, mais ça a accéléré un processus qui était déjà en cours. Mm. En fait, de faire 100, de curer 100 nez par jour, de m'en prendre plein la tête,
parce qu'on en rigole, mais du coup, moi, j'étais finalement la première, hein, avant l'hospice même. Et j'ai vu la nature humaine sous toutes ses formes. Et la violence, j'ai des gens qui m'ont tapé parce que je leur faisais mal en leur mettant le truc dans le nez. Mm. Oui, oui, j'ai vraiment des gens qui m'ont tapé, Oui, bah oui. et c'était un quart de ce que vivaient les gens en service. Ouais, ça a clairement accéléré un processus, bien sûr. Mm. Et puis quand j'ai voulu être en renfort et que certaines de mes copines m'envoyaient des photos, parce qu'on a beaucoup d'humour, les soignants, avec des sacs poubelles et des surchaussures pour se protéger, on en riait. On, Alors on- attention, hein, ça a duré que quelques semaines, ça, hein. Après, on a eu le matos, on va pas non plus. Attention, hein. Mais c'est là où je me dis, les gars, quoi. Et on est toujours là, et on est toujours soignants, et vas-y qu'on continue. Et là, on va pas parler du reste. Qui de nos jours se lèverait pour 1 700 € et encore, hein, une carrière, quand une infirmière quand elle débute, c'est 1 600. Vaut Et mieux au Canada, c'est vachement mieux payé. voilà, bon là je parle en France, mais qui de nos jours se réveillerait pour ce prix-là, avec des horaires atypiques, en bossant les week-ends et tout. On le sait quand on fait infirmière, il n'y a pas de souci, hein. On le sait. Mais est-ce que pour autant c'est normal? Mais après, justement, cette pandémie, je crois qu'elle est venue, si on doit faire un parallèle avec le cancer, c'est que le cancer, comme beaucoup d'événements de vie difficiles, viennent justement, c'est ce que tu disais, viennent re-questionner tes valeurs, tes priorités, le sens de ce que tu fais. Et la pandémie, pour certaines personnes, en tout cas, a eu cet effet-là, justement, de se dire, mais attends, pourquoi je fais ça, en fait? Mm. C'est de se retrouver finalement avec du temps chez soi, pour soi, de prendre soin de soi, de se poser, pour se poser des questions, en fait. Ça a remis des choses en perspective pour plein de personnes. Donc, effectivement, si on doit faire un parallèle, après, les effets peuvent être terribles au niveau de la santé parce que, effectivement, il y a sûrement beaucoup de soignants qui se sont levés après ça en disant est-ce que c'est vraiment ce que je veux continuer à faire dans ces conditions-là? Pas sûr. Mais justement, je me disais que, en fait, pour moi, la pandémie a beaucoup de parallèles avec le cancer. Ah mais bien Parce sûr. parce que entre justement le fait de se retrouver seul, de se retrouver confiné, quand tu as un cancer, il y a des fois où c'est pas confiné en tant que tel, mais quand même, justement, quand t'es, en aplasie, ben, ton système immunitaire, t'y fait super gaffe et tu réfléchis à deux fois avant de sortir de chez toi. Ici, la Soisic du montage. L'aplasie, c'est la forte diminution des globules blancs et autres cellules sanguines. Qui dit diminution des globules blancs dit système immunitaire affaibli. L'aplasie est souvent une conséquence de la chimiothérapie. Le patient ou la patiente doit alors prendre certaines précautions pour éviter de croiser le chemin d'un virus dans cette période. Tu sors avec un masque, etc. Enfin, moi, ça me fait rigoler, hein, justement, hein, le fait que tout le monde ait un masque. Moi, j'ai tenté avant, avant que tout le monde en ait. C'était pas la même. Je suis allée à une fête de la musique avec mon masque que j'essayais de cacher sous un foulard avec pas trop de réussite. Je peux te dire que les gens me regardaient, genre, mais qu'est-ce qui est fou celle-là avec un masque? À Mm. l'aéroport, quand j'ai dû revenir de Montréal après mon diagnostic, il a fallu que j'argumente par A plus B que non, non, c'est pas parce que j'étais contagieuse, c'est parce que moi, je craignais les gens et c'est pour ça que je mettais un masque dans l'avion et des gants pour me protéger, quoi. Donc aujourd'hui, je me dis, on a quand même un peu switché sur ça et encore que. Mais bref, je reviens à ce que je disais, c'est qu'il y a au final beaucoup de parallèles entre, bah, voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas du tout vécu de cancer, bah, repensez un peu à ce qui s'est passé pendant le Covid. Et justement, voilà, encore une fois, entre l'isolement, ne pas savoir ce qui va en être pour la suite et se poser beaucoup de questions sur le sens de sa vie et ses priorités, ben, ça donne un peu une idée de ce que peut traverser une personne avec le cancer, quoi. Mm. Ça m'étonne pas qu'effectivement, au niveau des soignants-soignantes, ça ait posé beaucoup de questions aussi, quoi. Ouais, et puis après, ce qui a été, après, tout n'est pas affreux. Il y a eu des moments magnifiques parce que justement, il y avait cette espèce de d'autarcie qui des fois crée ces espèces de trucs un peu fabuleux où des patients ont limite été nos soignants, tu vois ce que je veux dire? Et souvent, quand tu suis en plus un patient atteint de cancer qui reste hospitalisé ou quoi, ou même moi avec mes tests Covid où je voyais le même patient tous les mois, j'ai eu ça aussi, faire des prises de sang à un patient sur qui il y avait une annonce de cancer. Il y a aussi ces moments un peu de grâce et qui font qu'on reste, hein, aussi soignant finalement, où en fait le patient lui-même
Juste un purée, mon Dieu, ce que vous vivez, je vous comprends. Allez, on est dans la même team, on se soutient, bah, ça fait du bien aussi. Il y a pas eu que des drames, il y a eu aussi des chaînes d'humanité incroyables. Moi, les applaudissements, je trouvais ça complètement con. Par contre, ces chaînes qu'il y a eu de nous aider avec la nourriture, ça a été des élans sublimes. Ces patients qui, remis du cancer, par exemple, sont venus manifester avec nous. Ça, c'est des beaux moments et tout n'est pas affreux. Cependant, je pense que cette pandémie laissera des traces indélébiles à tous ceux qui l'ont vécu de plein fouet, que ce soit soignants ou patients, et que pour moi, ce n'est qu'une alerte pour les suivantes. Et là, c'est un peu l'instant prévention, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une pandémie qui nous tombe, ce sera autre chose. Et je pense que ce soit au Canada ou ailleurs, préserver les soignants, c'est se préserver soi. Parce que le jour où le système de santé se casse la gueule, ce qui est déjà le cas, ben, on fait quoi? Et on a appris l'existence de services essentiels hein, pendant cette période. Et Mm. vous en faisiez partie. C'est ça. C'est ça. Et ouais, big up justement à ce que tu dis, à tous ces services essentiels, parce que ben, moi, sur la route, je croisais les éboueurs, je croisais les caissières, et je suis désolée, mais tout le monde un jour aura affaire à la santé. J'espère le plus tard possible, j'espère dans les meilleures conditions, évidemment. Mais hélas, cette pandémie n'était pour moi qu'une alerte sur quelque chose de bien plus grave, bien plus profond, au niveau mondial, certes, mais pour parler de la France ou le Canada, voilà, il y a peut-être des choses à faire et qu'on n'ose pas mettre en place. On nous parle budget, ouais, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas que les cliniques avec l'ambulatoire vont très bien. Voilà, donc c'est en ça où là, c'est même pas un coup de gueule, c'est vraiment un côté très désabusé. Et oui, et où on fait des systèmes un peu ben, comme vous, j'imagine, au Canada à terme, où ben, on va finir par se les payer, ces chimios, quoi. Et enfin, moi, quand j'ai bossé à l'étranger et quand j'étais en Australie, la première chose qu'on demandait, c'était pas la carte vitale, c'était la carte bleue. Et en France, moi, je trouve ça magnifique, ce système de santé qu'on a. Mm. J'ai manipulé des chimios à 20 000 balles. Les gens n'ont rien déboursé. Et je suis OK avec ça. Mais là, la situation fait que, ben, on va où, on fait quoi? Je pense qu'on n'est pas prêt à ça. Et c'est là où il y a des vraies questions qui se posent. Et donc, pour revenir un peu sur ta question de tout à l'heure, Betty, ça a accéléré un process en cours et je ne veux surtout plus participer à cette mascarade maintenant. Je te comprends complètement, mais je trouve ça triste aussi, quoi, de personnes comme toi, passionnées, impliquées par leur métier, qu'en finissent dégoûtées. C'est malheureux, je trouve. Je suis pas dégoûtée du métier, je suis dégoûtée de Non, comment mais du on se système, force à l'agir, ouais. Ouais. c'est dommage. C'est le Mais je cas te dans, comprends. c'est le cas dans différents domaines, hein, pour avoir parlé avec d'autres Partout, personnes. bien sûr, Oui. bien C'est, sûr. et c'est les personnes les plus engagées et les plus motivées qui en pâtissent le plus, puisque justement, elles sont tellement engagées dans leur truc qu'elles voient bien que ça ne va pas, quoi. C'est ça. Bon, on va essayer de garder quelques notes positives tout de même. Tu parlais de comportements tout à l'heure, enfin que ça a mis en exergue certains comportements pas cool, mais ça a aussi, comme tu disais, mis en place beaucoup de belles initiatives, beaucoup de soutien et de solidarité aussi. Je sais que dans un autre domaine, moi, à un moment, j'ai participé pour écrire des mots pour des personnes âgées qui étaient donc coincées dans les EHPAD, etc. Il y a plein de choses, de belles choses, de belles initiatives qui se sont mises en place. Et moi, je pense, j'en ai découvert une il y a vraiment pas longtemps et c'est tout nouveau. Et je leur fais un petit clin d'œil. Du coup, c'est la Coucou Box de Macodine, où en fait, c'est une box avec différentes cartes postales où les proches aidants, enfin, proches aidants, les proches en général peuvent écrire un petit mot. Et les cartes sont numérotées et comme ça, la personne qui est hospitalisée ou peut-être bloquée chez elle, peu importe, elle peut en ouvrir une par jour avec un petit mot, un soutien Ah, et voilà, ça s'est mis en place parce que la maman était hospitalisée assez loin de ses filles. C'est un projet qui m'a beaucoup touchée et je me dis justement si ça avait existé en temps de pandémie, ben Mm. à défaut d'avoir des personnes à côté, ils auraient pu au moins avoir leurs petits mots à chaque jour et ça je trouve ça vraiment beau. Donc, je mettrai l'information en description évidemment.
pour ceux que ça intéresse, pour avoir plus de détails que ce que je dis là aussi. Mais ouais, il y a des belles initiatives aussi qui se sont mises en place. Bon, je sens que c'est encore un sujet dont on pourrait parler pendant des heures, mais il se fait tard pour certaines. Et si on veut que les personnes ne décrochent pas complètement de cet épisode, je vous propose qu'on qu'on termine là. Est-ce que vous aviez un autre petit mot de fin à nous dire? Moi, déjà, merci de m'avoir écouté. Non, et au-delà de ça, c'est juste un gros, gros, gros soutien à tous mes compagnons qui sont encore en poste et un énorme câlin de réconfort et soutien aussi à tous ces patients. Parce que pour moi, on reste une team, hein, on est ensemble dans la galère et dans les bons moments. Et je vous partage beaucoup d'anecdotes parce qu'en fait, mes plus belles émotions, mine de rien, je les ai quand même vécues avec ma blouse blanche. Ah, Mm, mm. bon. Betty, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Bah, je pense qu'on a dit beaucoup de choses déjà, donc je vais pas en rajouter, mais voilà, juste bah ouais, gros soutien aux patients et aux soignants. Ouais, ouais, puis effectivement, on pense de manière générale aux proches aidants d'ailleurs, hein, si je peux en rajouter une couche, parce que Absolument, tout à Oh fait. oui. on n'en a pas beaucoup parlé là, mais c'est sûr que eux, justement, le fait de ne pas pouvoir accompagner C'est vrai. leurs proches, ça a dû être extrêmement difficile également. De manière générale, on pense à toutes ces personnes-là et encore plus ceux qui ont traversé ça pendant la pandémie, qui en a rajouté une petite couche, quoi. La petite cerise sur le sundae, quoi. Cerise Exact. bien pourrie. C'est clair. Et puis, bah, j'invite les personnes qui nous écoutent d'ailleurs, si vous voulez témoigner d'expériences qui ont été difficiles pour vous, ou au contraire, justement, nous qui voulions finir peut-être sur un point plus positif, si vous voulez nous partager les bons coups, les coups de solidarité que vous avez eus, n'hésitez pas. Avec grand plaisir même. Et sur ce, je vous propose qu'on lève nos verres. À la À santé la du santé du cancer! cancer.